Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, l'émission qui a pour but de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, partout où qu'ils soient, dans le but de les aider à puiser dans ces expériences, surtout ceux qui arrivent nouvellement en terre étrangère, de pouvoir puiser dans ces expériences afin de tirer tout ce qui pourra leur être bénéfique, afin de s'en sortir durant leur parcours, pendant leur parcours académique. Donc aujourd'hui, je vais être bref et je vais plutôt recevoir Marc Arthur, qui a été président de l'AISAC. L'AISAC, si je ne me trompe pas, en Tunisie, c'est une association des étudiants étrangers. En tout cas, je vais le laisser mieux le développer que moi et mieux vous parler de lui. D'abord, je commence toujours par remercier mes invités. Avant de te laisser la parole, Marc Arthur, merci de participer à cette émission et je te laisse la parole. Déjà, je te remercie également, cher frère, pour cette initiative noble qui est à encourager et à féliciter. Je suis très content d'être convié, n'est-ce pas, à cette rencontre permettant en fait de partager, en tout cas moi, mon modeste parcours aux autres étudiants, aux nouveaux surtout, pour pouvoir, n'est-ce pas, puiser un peu. Et donc, moi, je m'appelle MacArthur Dianga Nyopachou. Je suis en ce moment animateur en pastoral en France, au Collège Saint-Paul. Je suis également auteur-écrivain du livre Mon modeste parcours qui retrace justement en fait ce modeste parcours qui est le mien pour que ça soit bénéfique aussi aux nouveaux. Je suis également bénévole à ABCD Agir. C'est une association en fait des retraités. Je précise que moi je suis pas retraité, mais en fait cette année ils ont ouvert une branche en fait aux jeunes et donc j'ai jugé mieux de rentrer dans cette association. Enfin, on fait beaucoup de choses, que ça soit en enseigne du FLE, c'est-à-dire du français langue étrangère, et également d'autres choses pour les nouveaux migrants qui arrivent sur la terre française. J'ai aussi un volet spirituel qui est pour moi très important. Je suis responsable de l'aumônerie des jeunes étudiants de Rouen. Donc voilà en gros qui je suis en quelque sorte et ce que je fais à peu près, oui. D'accord, bah, merci pour ça. On va devoir dans cette émission parcourir petit à petit en gros ton histoire, question de la partager au mieux à tout le monde et qu'ils comprennent qui est Marc Arthur et à quoi vont servir ces expériences pour tous ces nouveaux étudiants qui vont venir en terre étrangère. Bah, du coup, déjà, tu as commencé par, tu es centrafricain. Je pense que peut-être tu as oublié de le mentionner. Tu es Tout à centrafricain. fait. Donc, du coup, tu as commencé tes études universitaires en Centrafrique avant d'aller en Tunisie, c'est ça? Effectivement, je suis centrafricain, j'ai oublié de le mentionner. Pour ceux qui ne connaissent pas la Centrafrique, en fait, c'est un petit pays. Je parle de petit pays en termes de nombre d'habitants. On est 4 500 000. Quand on compare la Centrafrique avec la RDC, par exemple, c'est juste un quartier. Juste pour dire, mais en fait, la Centrafrique, c'est au cœur vraiment de l'Afrique, qui est située vraiment au centre hein, de l'Afrique et dont les pays voisins sont le Cameroun, le Tchad, le Soudan et les deux Congos, justement. Et donc, je viens de ce pays-là, d'une famille modeste, et j'ai commencé mes cours, c'est-à-dire mes études, que ce soit primaire, secondaire et jusqu'à l'université. J'ai arrêté mes études en Centrafrique en obtenant, bien sûr, un BTS, brevet technicien supérieur en banque finance, avant d'aller en Tunisie et continuer mes études supérieures. D'accord. Mais du coup, pourquoi déjà le choix de la Tunisie? Il y a plusieurs pays francophones qui pouvaient se présenter à toi, quoi. Pourquoi avoir choisi que la Tunisie, en fait? Eh bien, en fait, c'est une tradition, je dirais, chez nous, par rapport à la coopération bilatérale. Eh bien, on avait une coopération beaucoup plus au Maroc. Et moi, dans mon histoire, en fait, en tout cas, moi, j'ai réussi à obtenir la bourse d'études. Euh, pour le Maroc. Et à la dernière seconde, ma bourse a été donnée à quelqu'un, enfin, qui est passé par la fenêtre pour obtenir ça. Et donc, moi, j'ai été très affecté par rapport à ça. Et moi, puisque j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, et donc j'ai été élevé par mon cousin,
paix à son âme aussi, qui est décédé en 2020. Mais c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé et c'est lui qui m'a consolé ce jour-là de dire, bon, écoute, c'est pas grave, on verra ce que Dieu va faire. Et donc, quand j'ai obtenu mon BTS, il m'a demandé de chercher des universités à l'étranger. Et donc, il voulait m'envoyer en fait à l'étranger pour les études. Et j'avais beaucoup d'estime et c'est parce que j'avais aussi beaucoup de collègues au Maroc. Je voulais à tout prix aller au Maroc. Ben finalement, le choix s'est fait pour la Tunisie parce que je me suis renseigné de la qualité, sur la qualité, si tu veux, des études supérieures en Tunisie. Et je pense que la Tunisie a beaucoup pesé dans mes analyses. Et du coup, j'ai choisi la Tunisie pour continuer mes études supérieures. D'accord. Bah, comme tu as dit, la Tunisie a beaucoup pesé dans tes analyses et tu as quand même passé beaucoup de temps en Tunisie. Je me rappelle combien d'années, je te pose la question parce que moi, Alors, j'ai fait ah, 9 ans en ouais, Tunisie au total. Je suis arrivé en Tunisie en 2011, le 6 novembre 2011 à 11 heures du matin. ça c'est très précis ça. Donc du coup, oui, 9 ans, ça veut dire que tu as traversé et vécu beaucoup de choses en Tunisie en tant qu'étudiant, tout comme en tant que je ne sais, stagiaire ou autre. Et quand tu es arrivé en Tunisie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé en termes de différence par rapport à la Centrafrique? Parce que toi, tu as quand même fait le BTS en Centrafrique, mais quand tu es arrivé là-bas, la première année, comment est-ce que tu as vécu l'accueil et autres? Ben, tout change dans la mesure où déjà le climat, tu sais très bien que chez nous, il y a deux saisons, il y a la saison sèche et la saison des pluies. Quand je suis arrivé en Tunisie, c'était déjà l'hiver. Le 6 novembre, on était déjà en plein dedans, c'était l'entrée vraiment. Et la température, elle est très basse, donc du coup, c'était le froid. Et je suis arrivé en retard parce que les études commencent dès septembre, mi-septembre. Et voilà, donc moi, j'avais déjà accusé un retard de 1 mois et demi, problème de visa et tout ça. Et donc, j'ai été frappé d'abord par le changement de climat. En plein hiver, je me souviens quand je sortais le matin, à 6 heures, il faisait noir. Donc, j'ouvrais la porte, j'avais peur. J'étais à Bab el Khadra, en Tunisie. Et en ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui change complètement, radicalement. Donc ça, c'était le premier point. Et quand je partais à l'école le matin, il y avait un peu de pluie, mais une légère pluie, mais avec beaucoup de fraîcheur. Donc il faisait extrêmement froid. J'avais les doigts qui enflaient. J'arrivais un peu tout mouillé à l'école. Donc c'était impressionnant les premiers jours en Tunisie. Et ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Le deuxième point qui m'a aussi marqué, mais là, ça, je l'ai mentionné aussi dans mon livre, mon modeste parcours, c'est que dès que je suis arrivé à l'aéroport, je voyais des policiers qui s'embrassaient. C'était des hommes. Alors nous, on n'a pas cette culture et ça m'a marqué, mais positivement parce que D'accord. dire qu'il y a une fraternité qui se lie entre les hommes et tout ça et ça m'a aussi beaucoup marqué. Troisième point, c'est la distance avec mes parents. Moi, j'avais que mon cousin et ma maman qui aussi s'est battue beaucoup pour moi. Et donc, j'ai vraiment ressenti cette absence de mes parents et tout. Quatrième point, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'église. Parce que quand je suis arrivé directement, j'ai demandé où se trouvait en fait la cathédrale de Tunis. Et donc, on me l'a montré et je suis arrivé directement. J'ai fait la rencontre d'un prêtre qui s'appelle le père Silvio, qui est toujours encore en Tunisie, le père Silvio Moreno. Et le curé s'appelle le père Sergio. Et donc, avec ces deux-là, en fait, très vite, Ouais. ils m'ont demandé d'intégrer les groupes de jeunes, etc. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Donc, ce sont ces différents points, en fait, qui m'ont beaucoup marqué dès que je suis arrivé en Tunisie. Donc, on pourrait dire que le première difficulté, en gros, c'est déjà l'absence de sa famille. Ça veut dire que tu arrives et tu n'as pas ta famille, comme que ça a été ton cas, et ça peut justement créer un choc si l'on n'est pas préparé à ça. Exactement, exactement. L'absence de la famille et aussi
l'école, ça change de cadre. Parce que en Tunisie, il faut réviser le jour au jour, et je pense que ça, Mhm. c'est aussi un point important. Mais ce qui pose problème, en fait, c'est l'hiver. Pendant Mhm. l'hiver, on a tendance à être fatigué, surtout les matins en classe. À partir de 9h à 10h, on a tendance à être très, très fatigué. Et donc là, il fallait en fait prendre soit du café pour ceux qui se sentent à l'aise avec du café ou du thé, ou sinon acheter des bonbons mentholés. Et donc quelque chose en fait qui remonte un peu, qui rebooste. Et moi, je Mhm. me suis très, très vite adapté à ça en faisant du sport tous les matins. En fait, D'accord. j'avais instaurer, si tu veux, un rituel. Le matin, je Mhm. sortais à 6 heures pour courir. Et donc, je faisais un peu le tour du quartier et je Avant revenais d'aller me à l'école. laver avec de l'eau chaude. Et je mettais en Mhm. fait les crèmes et tout ça. Et quand je partais à l'école, en fait, je ressentais pas trop la fraîcheur. Donc, c'était la première astuce que j'ai utilisée par rapport à cette difficulté-là. Ouais. D'accord. Donc, mais c'est qui montre à quel point tu es ouvert d'esprit parce qu'en arrivant en Tunisie, tu as vite intégré une église et tu as vite mis en place des systèmes ou je dirais des habitudes qui t'ont permis justement de commencer déjà à remédier à tous ces problèmes. Et donc, un volet important aussi, je dirais, c'est l'intégration. Toi, je trouve que l'intégration a été un tout petit peu, je dirais pas facile, mais à voir ce que tu m'as dit, ça, tu as cette facilité à t'intégrer un peu. Et tu penses que les étudiants devaient faire pareil en arrivant directement, ils doivent chercher des structures comme ça pour évoluer autrement, en parallèle de Effectivement, leurs études, ouais. oui, oui, mais ben, c'est comme un pays, hein. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire se renfermer sur soi-même. Je pense que c'est un principe universel de chaque être humain d'être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais il faut ouvrir son esprit afin d'avoir en fait une palette de choses et de choisir parmi ces choses celles qui sont bonnes pour pouvoir avancer. Et le premier pas à l'intégration, c'est cette ouverture d'esprit. Moi, quand je suis arrivé Mm. en Tunisie, je me suis dit, j'arrive dans un pays que je connais presque personne, primo. Mhm. Secondo, il faut que je crée, n'est-ce pas, un environnement qui soit propice pour moi, en fait, de pouvoir avancer. Donc, automatiquement, la première des choses, c'est mon activité spirituelle, c'est-à-dire, pour moi, je suis croyant, je suis chrétien, et pour moi, Dieu a une place très, très, très importante dans ma vie. Et donc, moi, le pilier spirituel, c'est un fondement pour moi. Et donc, Mm. ça, c'est le Mm. premier volet. Donc, dès que j'arrive, je cherche l'église. Ensuite, il faut un volet social. C'est-à-dire Mhm. que du moment où on doit vivre avec les gens, qu'on le veuille ou non, on va toujours vivre avec des gens parce que partout où on Ouais. va aller, on va rencontrer des êtres humains. La vie, elle est faite ainsi. Et nous, on peut pas se dire que, ouais, étant donné que j'arrive dans un pays que je connais personne, je préfère vivre seul et tout. Ça ne marche pas. En réalité, ça, c'est peut-être une illusion que l'on fait, pardon. Mais franchement, on peut pas vivre comme ça. Donc, le deuxième volet, pour moi, très important, c'est le volet social. Et donc, pour ce volet social, il faut, à l'école, intégrer, par exemple, les activités Ouais. de l'école en question. Il y a le bureau des délégués, il y a des activités qui sont organisées par les étudiants, etc. Donc, il faut y prendre part. Troisième volet aussi d'intégration, c'est la langue. On ne peut pas Ouais, arriver surtout. dans un Mm. pays et surtout que la Tunisie est un pays où on parle le français et l'arabe. La majorité, en fait, des gens parlent l'arabe, le dialecte tunisien. Donc, Mhm. il ne s'agit pas là aussi de parler correctement l'arabe tunisien. Il faut juste comprendre quand même le béaba, les petits mots qui sont très importants. Par exemple, saluer les gens, dire bonjour, bonsoir, j'ai besoin de ça, aller acheter. Et ça, c'est un volet très, très important parce que l'intégration passe par la langue. Voilà, je vais peut-être prendre un exemple qui n'est pas, à mon avis, important, mais la colonisation de l'Afrique, elle a été faite aussi en partie par la connaissance de la langue. Les colons sont arrivés, ils ont commencé par étudier notre langue
la parler et commencer vraiment à faire leur mission. Donc, je pense que c'est important de connaître la langue d'un autre pays pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer et aussi faciliter beaucoup de choses. Je vais prendre deux exemples pour clôturer D'accord. cette partie. La première, c'est qu'en Tunisie, si vous parlez l'arabe un peu, c'est une porte d'ouverture. Quand vous arrivez dans une administration et que vous dites Salem Lebes, Haïtini, etc., etc., vous allez voir que on va vous recevoir, mais de manière très, très favorable. Par contre, si vous venez et que vous parlez beaucoup plus le français sans pour autant parler le dialecte tunisien, c'est problématique. Deuxième exemple, c'est que quand vous allez dans des souks, les souks, ce sont des petits marchés, les marchés communs qui sont en Tunisie, c'est différent en fait des grandes surfaces. Et donc, quand vous arrivez, forcément, le vendeur, il ne parle pas français. Par contre, si vous commencez à lancer des petits mots en En arabe, en arabe. dialecte tunisien, vous allez voir que si la chose est à 5 dinars, ben, il va vous ramener à 4 dinars 500. Et vous pouvez même négocier des prix jusqu'à 3 dinars, etc. Donc, c'est vraiment magique. Et moi, je conseille en fait à chaque étudiant, qu'importe le pays, même si on est en Russie, en Allemagne, en Chine, eh bien, il faut quand même parler la langue du pays en question pour pouvoir entrer en contact avec les habitants de ce pays qui, pour moi, en fait, ce volet constitue un volet important pour l'intégration. C'est très important ce que tu as dit en fait. La barrière de la langue, généralement, elle bloque beaucoup d'étudiants. J'ai été en Tunisie aussi. Je pense que dès la première année, ça m'a frappé, ou je dirais ça nous a tous frappé. Et tous, on n'a pas évolué de la même manière. Il y en a, ils ont fait des efforts, il y en a, ils n'ont pas fait de certains efforts pour apprendre la langue. Mais du coup, pour revenir sur toi, comment est-ce que tu as vécu ta première année? Parce que quand tu es arrivé, tu ne parlais pas l'arabe et le dialecte tunisien, mais que tu as commencé ta première année à l'université. Comment est-ce que tu as vécu ce bouleversement psychologique, que je pourrais dire, de voir que oui, il y a le français, mais c'est l'arabe qui se parle autour de toi tous les jours. Et ça arrive même parfois, c'est une réalité qu'à l'école, il y a des profs qui peuvent balancer en arabe pendant qu'il enseigne. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, en fait? Alors, c'était un choc aussi, c'était un choc parce que je me rappelle, hein, tu as totalement raison, les premiers, deuxièmes jours du cours, en fait, le prof, il explique le Hum, cours un peu en français et il rentre directement, il commence à expliquer en arabe. Et donc, il y avait ce décalage-là. Mais hum, moi, je me disais, en fait, moi, je suis dans une université privée et enfin, les parents quand même euh, payer cette hum, école-là. On n'est pas dans un établissement public. Et même si on était dans un établissement public, pour moi, on a le droit de dire, monsieur, voilà, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire parce que c'est dans une hum, autre langue que je ne maîtrise pas. Et je pense hum, que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois que les professeurs sortaient du français pour aller expliquer les choses en arabe, tout de suite, je les interpellais. J'ai dit, monsieur, en français, parce que moi, je comprends pas. Et parfois, c'est pas de leur faute parce que ils ont tendance. On a aussi des collègues tunisiens et les hum. collègues tunisiens, généralement, il y a des classes, bien sûr, ça dépend, mais il y a des classes où les Tunisiens sont nombreux, pardon, plus que les étrangers. Et donc, à partir de ce moment, puisque aussi les étudiants tunisiens, il y en a qui ont quand même des difficultés à assimiler le français et que euh, les cours sont donnés en français, parfois pour eux, c'est délicat. Et donc, il faut aussi comprendre. Mais quand le prof, il rentre beaucoup plus en détail pour les Tunisiens, après, je l'interpelle, je le rappelle, pour lui dire, écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur telle chose en français parce que j'avais pas compris. Mais logiquement, les profs ils ont une obligation d'enseigner en français parce que c'est la loi en Tunisie. Donc, en fait, je profite de cette occasion pour lancer un message aux nouveaux étudiants, c'est que si vous arrivez quelque part et qu'on dit les cours sont obligatoirement donnés en français, eh bien, servez-vous de ce droit-là. Parce que le droit, Hum. on négocie pas le droit. Si vous ne vous faites pas valoir de votre droit, eh bien, le prof, il va penser que c'est normal. Donc, il considère tout le monde comme si tout le monde a compris, etc. Et lui, il avance. Donc, c'est à vous, en fait, c'est à nous
de l'interpeller, de réclamer ce qui est à nous et d'avancer. Donc, moi, la première difficulté aussi, c'était ça. Mais à chaque fois que le prof y sortait, eh bien, je le ramenais et tout. Après, quand ça continue, eh bien, je partais en fait voir l'administration pour dire que vraiment, il y a tel prof et tout. Si vous pouvez lui parler pour qu'il puisse expliquer les choses en français pour qu'on puisse comprendre, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien aussi, pas tu inciterais, mais tu recommanderais aux étudiants étrangers de pouvoir revendiquer en quelque sorte, d'avoir le courage de revendiquer quand on est dans les droits, bien sûr, de Et, quand ça et, ne va et- pas. ouais, Oui. et je Ou non, non, je te profite même, laisse. Ouais. oui, Hum, je vais ajouter quelque chose de très important aussi. hum, C'est-à-dire que quand on arrive, et pour moi ça c'est important, quand on arrive quelque part, ça je l'ai dit à l'entame de hum, cette émission, c'est qu'il faut créer, n'est-ce pas, un environnement qui soit un environnement propice. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des difficultés comme ça? Eh bien, il faut s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire que dans chaque université, il y a un bureau des délégués. Et c'est quoi le bureau des délégués? Le bureau des délégués, c'est en fait, ils sont là pour défendre, n'est-ce pas, les intérêts des étudiants. Et parmi les intérêts des étudiants, il y a un point qui peut être à l'ordre du jour, le problème de la langue dans les universités privées. Et donc, ça, si dans telle salle, il y a des problèmes, eh bien, il faut signaler ça au niveau du bureau des délégués et quitte à ce bureau, en fait, d'aller relayer cette information et de plaider auprès de l'administration pour qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, une solution par rapport à ça. Donc, pour moi, je recommanderais, pardon, en plus d'être, n'est-ce pas, de réclamer ce qui est dû, c'est-à-dire nos hum. droits, mais aussi, n'est-ce pas, d'intégrer des bureaux, des délégués dans chaque université pour avoir plus de force et défendre mieux, n'est-ce pas, les intérêts des étudiants. Oui, tout à fait. Mais parfois, ça se passe pas toujours de la meilleure façon. Mais du coup, Je suis d'accord avec ouais, toi, mais ouais, après, c'est une question de vision, après, c'est une question hum, de pédagogie, c'est une question hum. aussi de détermination. Je Détermination. ne dis pas que c'est facile, mais en Hum, fait, se confronter avec les autres permet aussi, n'est-ce pas, de tirer quelque chose de bien. Et moi, je peux vous donner une astuce en Tunisie pour que ouais. les gens deviennent amis à vous. Dès la première relation, c'est un choc. Parce Hum, que le Tunisien, il n'a pas tendance à parler doucement. Et si vous hum. êtes docile au début, bien, vous êtes battu. Par contre, si vous D'accord. acceptez la confrontation directe, vous allez voir que vous allez vous titiller et après, le Tunisien en question est devenu votre meilleur ami. Moi, j'ai eu cette expérience un peu partout en Tunisie. J'ai fait 9 ans, donc je sais de quoi je parle. Les premières relations sont souvent euh, délicates, mais après, je vous assure que vous allez devenir des potes et tout. Je peux vous assurer que moi-même, meilleur ami, ça a été des Tunisiens, quoi. D'accord. Donc, tu reconnais que quelque part, il existe bel et bien un choc culturel. Donc, quand on arrive en terre étrangère. Donc, et je comprends bien que toi, tu as mis en place ben, justement certaines solutions plutôt. Et tu peux nous en dire plus sur la manière de pouvoir bien s'intégrer dans ce sens-là par rapport au choc culturel. L'une des solutions que tu as proposées, c'est de pouvoir confronter les Tunisiens, confronter dans un sens positif. Ça veut dire qu'avoir peut-être le même temps qu'ils l'utilisent. Et quels pourraient plutôt être d'autres aspects de cette forme d'intégration, en fait. Ben là, je pense que l'aspect culturel est très important. On a parlé du choc Hum, culturel. Et donc, mhm, déjà, dans mon pays, moi, je viens d'un pays qui est majoritairement, on trouve des chrétiens. J'arrive en Tunisie, c'est hum. totalement un pays arabe. Un Il y a pays aussi ça. arabe. Et donc, Hum, vous allez voir que même dans le quartier, il y a plein de mosquées. Et à 4 hum. heures, ça commence déjà Ouais. les appels, les différents appels de la prière peuvent vous choquer par rapport, c'est-à-dire dans votre sensibilité, parce que la question de la foi, c'est quelque chose qui est au très fond de chaque être humain. Et donc, Mhm, du moment où on est intrinsèquement lié par rapport à notre culture, par rapport à notre religion, on arrive dans un pays où c'est un changement total, eh bien, il total, faut ouais, s'adapter. justement. Il faut Mhm, s'adapter. Voilà. Par exemple, pour moi, à 4 heures du matin, quand, eh bien, on appelait à la prière pour les musulmans, c'est en ce moment, moi, je faisais mon chapelet.
en tant que chrétien hum, catholique. C'est en ce moment hum, je me lève aussi pour dire, ben, je remercie le bon Dieu qui m'a donné le souffle de vie et je lui confie en fait cette journée et que cette journée soit une journée belle, remplie de grâce, etc., etc. Donc, il faut s'adapter par rapport à l'environnement. Ça, c'est un aspect, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. L'aspect hum. culturel, la manière de s'habiller, ça change aussi. D'accord. Par Hum, exemple, en Tunisie, les filles, vous allez voir une fille musulmane, elle est voilée, elle s'habille, elle couvre tout, alors que chez nous, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, pour nos sœurs, elles se font parfois dans certains quartiers agresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, du moment où vous ne maîtrisez pas ou vous ne connaissez pas la culture du pays, vous allez vous habiller comme si on était chez nous. Eh bien, ça pose problème pour les autres aussi. Moi, j'ai eu hum, 2 étudiantes comme ça qui ont été agressées en Tunisie pendant le mois de Ramadan parce qu'elles avaient porté en fait des habits dont on voyait un peu, n'est-ce pas, les cuisses, on voyait un peu le bas-ventre, on voyait un peu les seins, etc., ouais. etc. Hum, Donc, hum, en fait, c'est un aspect qui est sensible et tout. Ce n'est pas parce que les autres, ils n'aiment pas ça. Non, nous tous, on est sensibles à ça. Mais en fait, l'environnement n'est pas propice, n'est-ce pas, à ce genre d'habillement. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, voilà, ça, c'est un choc, par exemple, culturel. L'autre aspect pour moi, aussi dans le volet surtout culturel, c'est aussi la connaissance, n'est-ce pas, de l'histoire de la Tunisie, hein, la hum, connaissance du pays en question. Quand on arrive dans un pays, la première aussi des choses à faire, c'est de connaître un peu l'histoire du pays. Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et pour ceux qui sont en Tunisie, la Tunisie est un pays riche en culture. Il y a eu il y a eu plusieurs civilisations qui sont passées en Tunisie. Il y a eu des Puniques, il y a eu des Romains, il y a eu des, voilà, hum, des Phéniciens, des Carthaginois, ce sont des Romains, hein, etc., des Vandales, etc. Les Arabes sont venus bien après. La Tunisie a été l'un des pays qui a eu un pape. On a eu un pape hum, africain qui est tunisien. hum, Et donc, hum. on a eu des grands saints qui sont des Tunisiens. Donc, c'est un pays immensement riche en culture. Si on arrive à comprendre tout ça et que on fait un débat, un échange fraternel, bien sûr, avec des Tunisiens, eh bien, ces derniers vont se dire, waouh, on est devant ou on est face à quelqu'un qui maîtrise notre pays. Donc, avec lui, on peut faire chemin ensemble, quoi. Donc, voilà. D'accord. Hum. L'autre aspect, pour moi, la culture, c'est d'aller dans des associations, dans des associations. Justement, je voulais Moi, en parler. Hum, hum, mon expérience personnelle en ce qui concerne les associations commence d'abord par l'histoire de mon pays. Vous savez que la République centrafricaine a connu euh, plusieurs crises politiques, c'est-à-dire que chaque décennie, et ça a commencé ouais. depuis 1970 jusqu'en 2012, même récemment. Et donc, chaque 10 ans, il y a coup d'État chez nous. Et donc, d'abord, il y a un problème interne et il y a aussi une mainmise externe qui fait qu'en fait, il y a chaque 10 ans coup d'État. Et donc, j'arrive en Tunisie en 2011 et en 2012, notre pays a connu la pire crise de son histoire. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'une crise politique qui, euh, qui a débouché sur une crise religieuse de religion, une crise de religion, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Et quand ça touche la religion, c'est un point sensible. Donc, il y a eu beaucoup de massacres de part et d'autre. Et en arrivant en Tunisie, on n'a pas d'ambassade. La République centrafricaine n'a pas d'ambassade. On n'a pas de Hum, consulat. Donc, aucune représentation diplomatique. Et d'accord. on n'a aucune structure pouvant n'est-ce pas, galvaniser tout le monde. Donc, j'ai eu très D'accord. vite cette vision de venir, en fait, de mettre en place une association des étudiants et stagiaires centrafricains en Tunisie. Et j'ai fait juste des recherches hein, sur Internet, comment mettre en place une association. Et à l'époque, en fait, je connaissais un peu l'AESAT, pas beaucoup, mais j'ai connu l'AESAT en fait à travers le tournoi de football qu'on Ouais. appelle la CANES, la Coupe d'Afrique des Nations des étudiants et stagiaires en Tunisie. Donc, par rapport à ça, j'étais parti, n'est-ce pas, suivre un match
Et j'ai demandé les nationalités, on me l'a dit. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que nous, on participe pas? J'ai vu le Congo, j'ai vu le Cameroun, Ouais. la Mm. Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, mais il n'y a pas la Centrafrique. Donc, du coup, tout ça, ça fait qu'en fait, on a mis en place avec certains compatriotes qui étaient vaillants cette association qu'on appelle l'Association des étudiants et stagiaires centrafricains en Tunisie. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être élu président. Et pour la première fois et la deuxième fois. Donc, j'ai fait 2 ans avec cette association. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette association? Primo, on a plaidé pour les étudiants centrafricains en Tunisie pendant la crise, D'accord. Mm. que la Tunisie puisse venir en aide à nos étudiants. Primo, c'est de ne pas les chasser dans des universités privées parce que 99% des Centrafricains fréquentaient dans des universités privées. Et donc, Mm. puisqu'il y a la crise au pays, ces derniers ne peuvent pas payer les études et donc certaines universités étaient prêtes en fait à les mettre dehors. Et donc, on est parti en fait sur la base de toucher le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque et Ouais. également le conseil en fait des universités privées pour dire qu'il faut pas chasser les Centrafricains qui sont dans des universités privées, les laisser et ces derniers vont passer leurs examens et donc l'université peut conserver les diplômes et les relevés de notes, quitte à l'étudiant en question, lorsqu'il trouvera la stabilité, de payer Ouais. tous ses frais d'études afin d'entrer en possession en fait de ces diplômes et des relevés de notes. Et c'est ce qui a été fait. L'autre point positif aussi qui est important pour moi et mon bureau à l'époque, c'était en fait que la Tunisie nous avait octroyé une somme de 200 dinars par étudiant. En 2012, D'accord. c'était Mm. une somme très, très importante et je profite de ce micro pour remercier l'État tunisien, quoi. D'accord. Mais je te laisserai peut-être développer après. Mais après, ça Ouais. me pousse à, il y a certaines questions qui naissent, en fait, dans mon esprit. Oui, C'est surtout, tout à fait. c'est quoi la grande problématique que tu as remarqué, par rapport aux étudiants étrangers en Tunisie? Ça veut dire déjà que tu m'as dit qu'il y a 80% des étudiants centrafricains qui étudient dans les écoles privées. Et il y en a, ils ne finissent pas leurs études parce qu'ils ont des problèmes financiers. Donc, est-ce que tu penses que seule la problématique financière prime sur, tous les autres aspects qui font que les étudiants ne vont pas jusqu'au bout de leurs études en Tunisie, ou bien pour toi, il peut y avoir d'autres aspects, peut-être des aspects sociaux qui bloquent aussi. Non, non, la première problématique des étudiants en Tunisie, je pense pas que c'est au niveau financier. Au niveau financier, c'est un cas exceptionnel parce que j'ai pris, en fait, le cas de la Centrafrique qui était en Hum. crise, qui était en Oui, crise. c'est Donc, tout à pendant fait. cette Hum. crise, les parents ne pouvaient pas envoyer de l'argent, tout était bloqué et tout, et c'est une crise qui a perduré. Mais si on veut vraiment ouvrir la brèche sur Hum. les problématiques que rencontrent les étudiants africains en Tunisie, eh bien, c'est Mhm. beaucoup plus le volet administratif. Vous savez, D'accord. la loi qui régit le séjour, c'est-à-dire l'entrée et le séjour des étudiants étrangers en Tunisie, c'est la loi de 1968 dans son article 2. OK? Hum. Et cette loi, en fait, est une loi caduque, je dirais. C'est-à-dire que, Mhm. en ce Hum. sens que c'est une loi qui ne s'adapte plus à la réalité que vivent ces étudiants aujourd'hui. Hum. Les étudiants étrangers en Tunisie de 2022 ne sont plus les étudiants de 1968. Alors, qu'est-ce qui Mhm. se passe dans cette loi de 1968? Eh bien, je relève tout simplement 3 difficultés. La première difficulté, c'est que la Tunisie n'a pas de coopération bilatérale avec tous les pays africains. C'est-à-dire qu'il Hum. y a certains pays dont les ressortissants, quand ils arrivent sur le territoire tunisien, ils ont un visa de 3 mois. Donc ceux-là, Hum. ils arrivent, ils vont mener les démarches administratives, c'est-à-dire attendre la délivrance des 3 documents, comme à Ouais. l'accoutumée, le papier d'inscription, de présence et de paiement. Donc, ils vont réunir ces 3 documents en plus en fait, du contrat de loyer, plus les quittances, plus autre chose, les timbres, etc., Ouais, etc. Et puis, ils oui, vont oui. réunir, en Hum. fait, tous leurs dossiers pour déposer en 3 mois. Par contre, ce dont la Tunisie n'a pas de coopération bilatérale, eh bien, les étudiants, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont un visa d'une semaine, 7 jours. Je prends l'exemple Hum. de la Centrafrique et du Tchad, parce que ce sont des exemples D'accord. très Hum. flagrants. Et donc, quand ces Mhm. étudiants ils arrivent sur le territoire tunisien, ils ont un visa d'une semaine. Quand les 7 jours finissent, eh bien,
indépendamment de leur volonté, ils attendent 2 mois pour en fait avoir l'attestation ils attendent, pardon, 3 semaines parce que le délai de la délivrance de l'attestation de présence, c'est 1 mois au niveau du ministère de l'enseignement Mhm. supérieur. Donc, même Oui. s'il a la bonne volonté, réunit tous les documents, contrat de location, papier, etc., chose qui est déjà Inscription. Mhm. difficile, en 1 semaine, eh bien, il va attendre 3 semaines indépendamment de sa volonté pour avoir l'attestation de présence délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, indépendamment de sa volonté, il rentre en pénalité de 3 semaines, sachant que les pénalités par semaine, c'est 20 dinars. Par mois, c'est 80 et l'année, c'est 960 dinars. Donc, vous imaginez, si un étudiant accumule des pénalités de 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut juste calculer les 1 mois et faire le calcul, quoi. C'est une somme colossale. Et donc, ça, c'est la première difficulté que rencontrent les D'accord. étudiants en Tunisie, la loi de Mhm. 1968. Deuxième D'accord. point sur la loi de 1968, c'est que les étudiants ne peuvent pas travailler en Tunisie. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils finissent même leur cursus universitaire, eh bien, ils peuvent pas travailler en Tunisie à cause de cette loi. Cette loi privilégie beaucoup plus les locaux pour pouvoir travailler et ne donne pas la possibilité aux étudiants qui ont terminé leurs études de travailler en Tunisie. Et c'est une Mais chose quand même, très je déplorable. vais juste te couper pour te laisser compliquer, Oui, te laisser continuer, excuse-moi. Mais par oui. contre, tu peux faire des stages, parce qu'il y en a, ils peuvent faire des Tu peux stages faire des pendant leurs stages. études. Tu peux D'accord. faire des stages dans le cadre de tes études pour, par Mhm. exemple, préparer ton mémoire Ouais. ou ta thèse de doctorat, etc. Mais c'est bien quand même d'avoir une expérience professionnelle en Tunisie d'1 année, de 2 ans, de 3 ans. Parce que quand on dit que les étudiants étrangers en Tunisie sont, n'est-ce pas, des futurs ambassadeurs de la Tunisie auprès de leur pays, eh bien, je pense que pour être vraiment ambassadeur, eh bien, il faut avoir aussi quelques expériences en Tunisie avant d'aller dans son propre pays, quoi. Donc, voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est tous ces volets-là administratifs qui posent problème aux étudiants en Tunisie. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un étudiant face à cette problématique, si ça existe toujours jusqu'aujourd'hui? À quoi s'attendre? À quoi devrait s'attendre plutôt un étudiant étranger quand il arrive en Tunisie suite à ces problèmes administratifs, en fait? Est-ce que Bien, il y a... doit-il forcément, pas assumer, mais comment je pourrais dire, doit-il forcément accepter la réalité telle qu'elle est et faire avec ou il pourrait justement essayer de trouver différentes manières de faire comme tu as pu lancer ton association de bus parce que tu as vu qu'il y avait un manque, qu'il n'y avait pas ce genre de structure. Est-ce que tu penses que les étudiants qui sont là peuvent peut-être se dire, bah, on va lancer quelque chose pour nous faire entendre et voilà. Oui, la première des choses à faire, je pense que c'est de prendre les choses en main. Et pour moi, j'ai parlé en fait du volet culturel, facteur d'intégration en Tunisie. La première porte d'entrée demeure les associations. Nous avons D'accord. la chance en Tunisie que que chaque communauté est organisée. Chaque communauté est organisée en Tunisie à travers une Mm. association estudiantine et stagiaire. Et ça, c'est un point qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Donc, je pense pour moi, les associations sont les premières portes d'entrée, n'est-ce pas, d'intégration. Et donc, quand on parle d'intégration, il y a beaucoup de volets. Il y a ce volet administratif, il y a le volet sportif, il y a le volet culturel et il y a plus d'autres volets. Mais spécifiquement, pour ce volet associatif, eh bien, il faut remonter, n'est-ce pas, les problèmes que Ouais. l'on rencontre aux différents bureaux exécutifs de chaque association. Et quitte à Mm. ces bureaux d'aller défendre les intérêts de leur communauté respective, pardon, je veux parler des étudiants. Et si cela ne porte pas fruit, eh bien, on a une grande structure qui est l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, qui est une association en fait de droit tunisien et qui existe depuis 1993. Moi, dans mon parcours associatif, après avoir fini les 2 ans au niveau de l'association des étudiants et stagiaires centrafricains en Tunisie, j'ai fait
j'ai été président du conseil président de la commission scientifique de l'AESAT. Après, j'ai présidé l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, qui est l'AESAT, pendant 2 ans. Jusqu'à Ok. présent, je suis le seul centrafricain à pouvoir diriger cette association jusqu'à présent. Et donc, c'est une association qui regroupe 25 nationalités. 25 Mm. nationalités qui regroupe aussi en elle, n'est-ce pas, 8000 étudiants repartis sur tous les territoires tunisiens. Et donc, à Nabeul, nous avons une section, à Sousse, à Djendouba, à Sfax, n'est-ce pas, Mm. à Oui. Madia, etc., etc. Donc, 9 sections. Donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine qu'on fait, en fait, pour pouvoir euh, remonter, n'est-ce pas, les difficultés que rencontrent les étudiants dans leurs communautés respectives au niveau de l'État tunisien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer D'accord. le Mm. Mm. président tunisien pour plaider en fait du cas des étudiants et également le Premier ministre. Quand j'ai présidé l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, on a organisé avec TABC, n'est-ce pas, Tunisia Africa Business Council, c'est-à-dire le Conseil tuniso-africain des affaires, deux forums importants sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Eh bien, tout au long de mon mandat, les 2 ans de 2016 à 2018 à l'AUSAT, j'ai baptisé ma vision de l'AUSAT comme étant la Tunisie, terre d'accueil pour les étudiants africains. Et en fait, qu'est-ce qu'on a poussé comme difficulté? Cette problématique de visa, cette problématique Mhm. des pénalités, cette problématique d'agression dans les différents quartiers, cette problématique d'intégration à l'école par rapport à la langue. Et nous avons, n'est-ce pas, mené des activités propices par rapport à ça. Aujourd'hui, en Tunisie, vous avez la loi qui vous permet en fait d'exonérer les pénalités. C'est un combat que j'ai porté avec mon Mm. bureau qui a porté Justement, fruit. c'est un point que je OK? voulais aborder aussi, c'est sur le pénalité, parce que beaucoup ne savent pas, en fait, cette réalité de pénalité. Si tu peux nous en parler un peu plus pour qu'ils comprennent, en fait, sur le pénalité par rapport aux étudiants étrangers, hein. Surtout, hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants étrangers qui tombent dans le pénalité. Il y en a dans d'autres cas aussi qui sont là-dedans, mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les étudiants étrangers. Exactement. Je parlais tout à l'heure de la loi de Hum. 1968 qui présente beaucoup de flou. Donc, il y a un flou juridique en Tunisie par rapport au séjour des étudiants africains. Et donc, ce problème de flou juridique engendre en quelque sorte des pénalités que l'étudiant est sommé, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer, n'est-ce pas, ces pénalités. Je rappelle que les pénalités par semaine, c'est 20 dinars, par mois, c'est 80 et l'année, c'est 960 dinars. Donc, si vous accumulez des pénalités de 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, il faut multiplier 960 par 3, par 4, par 5 ans. Et vous allez trouver le montant que l'étudiant est contraint de payer. Et plus vous ne payez pas les pénalités, plus vous devez rester en Tunisie. Et plus vous Hum. restez, plus les pénalités augmentent. C'est ça le cercle vicieux des pénalités. Et donc, moi et mon bureau, nous nous sommes battus avec l'Assemblée générale qui est constituée de l'ensemble des présidents des communautés. Eh bien, on a plaidé pour ça. Et la Tunisie, en 2018, a voté une loi qui permet désormais aux étudiants, sans exception, de pouvoir bénéficier de l'exonération. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous accumulez des pénalités de 3 mois, de 5 mois, d'une année, de 2 ans, vous avez la possibilité d'aller demander de l'exonération au niveau de la finance, des recettes de finance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme document? Il faut présenter l'attestation d'inscription au cours de l'année, Mhm. présenter également son passeport et faire une demande qui est signée par le président de l'AFZ ou par le président de la communauté en question et aller déposer. Juste quelques jours après, on va vous appeler, on va vous remettre un papier en arabe, bien sûr. Et donc là, il va falloir que l'AUSAT y travaille dessus pour que ce document soit aussi en français pour permettre à tout le monde de comprendre le contenu. Donc, ça vous permet en fait de voyager si vous voulez sortir librement, si vous voulez renouveler votre titre de séjour, de le faire tranquillement. Et c'est un point positif en fait qu'on a eu au niveau de l'AUSAT. Deuxième point aussi D'accord. qui peut Hum. sauver les étudiants, c'est la loi contre la discrimination raciale.
Vous savez qu'en Mhm. Tunisie, il y a le problème, n'est-ce pas, de la discrimination. On va vous parler du racisme en Tunisie. Ça existe en Tunisie, vers le nord, pardon, vers le sud de la Tunisie, de Djerba en allant. Eh bien, les Tunisiens qui sont là-bas, majoritairement, ce sont des Tunisiens qui ont une couleur noire. Ce sont des Tunisiens noirs. Et donc, entre eux, les Tunisiens, il y a ce problème-là du racisme. Et d'autant plus que nous sommes des étudiants africains, mais du sud du Sahara. Et quand on arrive au nord de Subsaharien. l'Afrique, des subsahariens, et c'est compliqué. Donc, parfois, on Mhm. peut vous insulter. Bon, Ouais. pour des gens qui sont mal intentionnés, hein. La Tunisie, pour ceux qui fréquentent, eh bien, la Tunisie, les gens ont une bonne mentalité, mais d'autres ont une mentalité bizarre. Donc, on peut vous insulter, on peut vous... Et justement, si vous parlez la langue tunisienne, vous allez comprendre aussi ces injures-là. Vous pouvez répondre, hein, et c'est pas interdit, mais si quelqu'un sait que vous comprenez ça, eh bien, il va pas vous le dire. Donc, ça c'est un aspect aussi important. J'ouvre la parenthèse pour la connaissance de la langue. Donc, je reviens sur la question du racisme. Il y a une loi en 2018 qui a été votée contre la discrimination raciale. Donc, cette discrimination raciale est punie désormais par la loi. Et donc, si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous dit, Mhm. par exemple, sale noir, entre guillemets, ou calouche, ce sont des choses qu'on entend souvent en Tunisie, eh bien, vous avez Mhm. la possibilité de porter plainte. Ou si on vous agresse physiquement, vous pouvez porter plainte et la justice va arrêter la personne qui a posé cet acte et la justice peut punir cette personne. D'accord. Bah, du coup, c'était vraiment super de parcourir tout ça. On aurait eu l'impression que c'est en un instant. Donc, pour les auditeurs, bah, ben, merci Marc-Arthur pour avoir bien illustré tout ça en passant par le racisme, en expliquant les cas des étudiants. Mais du coup, j'aimerais qu'on soit un tout petit peu académique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été très académique. Ça veut dire parler de comment ça s'est passé à l'école durant tes 5 ans, je ne sais, 4 ou 5 ans, tu vas nous dire. Comment est-ce que tu résumes tes années, en fait, académiques? Ça veut dire niveau cours, tout comme niveau social à l'école. Et on a trop parlé de l'intégration, plutôt au niveau cours, difficulté des cours comparé à ton BTS, toutes les différences que tu as pu remarquer aussi. Oui, effectivement, au niveau des études, je pense que c'est, comme je l'ai dit, hein, la Tunisie est reconnue sur le plan international par rapport à la qualité de ses études. Vous savez, le président fondateur de la Tunisie s'appelle Bourguiba, Monsieur Mm. Habib Bourguiba, et lui, il a investi beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'intelligence. Et ça payait. D'accord. C'est pour ça qu'en Tunisie, ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais ils ont ce qu'on appelle des ressources humaines. Et donc, il y a une formation de qualité. Dans des classes, moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par des professeurs de haut niveau. J'ai été enseigné par des DG, par des anciens DG, par exemple de Tunisair. J'ai connu des grands professeurs et avec ces gens, en fait, particulièrement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que moi, je D'accord. suis un étudiant curieux. Je pose beaucoup de questions en classe, même si je connais. Et je pose beaucoup de questions, surtout dans des détails. Euh, je peux faire des recherches moi-même. Il faut bosser comme étudiant et tout. Il faut réviser le jour au jour en Tunisie pour réussir. C'est simple. Je trouve l'école en Tunisie très facile que dans mon pays. En tout cas, pour moi. Mais le secret, c'est qu'il faut étudier le jour au jour, c'est-à-dire quand je finis les études, je finis les cours dans la journée, je reviens à la maison, je prends je prends mon carnet de notes et je résume le cours. Je résume le cours. Si c'est des cours littéraires, je résume histoire, des choses comme ça, je résume banque, etc. Mais non, les mathématiques, les statistiques, etc., je fais des exercices. C'est tout, Mhm. mais il faut le faire le jour au jour. Le vrai défi, ça se résume là. C'est-à-dire que quand on finit les cours, le péché que l'on peut commettre, c'est de dire, bon, moi je reviens, je suis fatigué, il faut que je dorme un peu. Je dors un Ouais. peu, je me lève, il est 1 heure, je suis fatigué, je dis, bon, c'est pas grave, je vais réviser demain. Le lendemain, je repars à l'école, j'enchaîne les cours et au bout de 3, 4 séances,
j'ai un lot de cours à réviser et c'est difficile. Or, si je résume les cours sur un bout de papier, ça dépend de chaque individu, eh bien, je peux faire des croquis, des images, etc. pour noter l'essentiel. Et quand je mémorise l'essentiel, le jour où j'ai DS, c'est programmé, eh bien, je révise la totalité, je vais avoir des bonnes notes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour D'accord. moi, ça passe vraiment par là. Et moi, j'ai commencé la deuxième année en Tunisie en gestion. J'ai Mhm. obtenu une licence fondamentale en gestion. J'ai fait 2 ans de master professionnel en gestion des risques banque et assurance. J'ai validé ça avec mention. J'ai fait 2 ans de master recherche en gestion des organisations. Donc, j'ai fait quand même 9 ans en Tunisie pour à peu près 3 diplômes importants, une licence et 2 masters. Donc, pour moi, ça a été très, très facile. Franchement, j'ai pas eu de difficultés pour les études. Et donc, il faut être curieux, il faut aussi être ouvert d'esprit à travers les Tunisiens. Parce que Mhm. moi, le péché que je vois souvent pour les Mhm. subsahariens en Tunisie, c'est que quand ils arrivent dans une université, ils se regroupent entre eux. Et même dans une salle de classe, ils sont assis entre eux, les Tunisiens à part. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut se confronter, ce choc culturel. Pour un début, c'est pas évident parce que dans la classe, ils parlent arabe. Ils disent non, il faut parler en français, etc. Donc, quand les profs donnent un travail à faire entre collègues, eh bien, moi, je choisissais non seulement des subsahariens, mais on ajoutait des Tunisiens parmi nous. On ne peut pas travailler sans Tunisiens. Donc, ça, c'est l'intégration. Il faut se confronter. Après, on peut faire des choses ensemble. On peut faire beaucoup de choses ensemble après en dehors Mhm. de l'école. Mais le secret, c'est ça. Il faut être ouvert d'esprit, aller envers les Tunisiens. Si ils sont trop renfermés, parmi eux, il va y avoir 2, 3 Tunisiens qui vont se distinguer. Et certainement, si on arrive à vraiment s'unir, eh bien, je vous assure que c'est un point important. Vous allez voir que même dans les DS, dans les examens, Non, dans ouais. les exercices, ça passe et ça passe. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce volet académique. Ce volet Mhm. académique, il est fondamental parce qu'en Mhm. fait, on part en Tunisie pour ça, pour les études, pour la Mhm. réussite. Donc, pour réussir dans cette étude-là, il faut créer, encore une fois de plus, je reviens sur mon mot, un environnement propice. Et pour avoir un Mhm. environnement propice, il faut être actif dans la vie, dans la vie vraiment de l'université, dans la vie universitaire. La vie universitaire implique que l'on puisse participer aux activités qu'organise l'université en question. Ça peut être des Mhm. journées d'intégration où l'on est appelé à présenter son pays à travers soit un défilé de mode, à travers, par exemple, les mets du pays, à travers la Mhm. présentation du pays, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Et ça passe par là. Ça passe aussi par la découverte de la Tunisie. Il y a des excursions qui sont organisées par l'université. Il faut y Mhm. aller. Il faut y aller pour pouvoir découvrir la Tunisie, découvrir alors les membres d'administration, c'est-à-dire le directeur, les surveillants, etc., etc. Si on sort du cadre de l'école, c'est-à-dire qu'on n'est Mhm. plus dans le cadre de l'université, qu'on se Ouais. retrouve en dehors de ce cadre-là, ça tisse aussi des liens. Et donc, si on a des Mhm. liens un peu difficiles à l'école, en sortant de ce lien-là, de ce cadre-là, pardon, de ce cadre, eh bien, on va renouer un lien, on va nouer un lien solide, en fait, en dehors du cadre. Et donc, quand on finit là-bas cette activité, qu'on revient dans le cadre traditionnel, c'est-à-dire l'administration, vous allez voir qu'il va y avoir une fluidité d'informations, il va y avoir une bonne relation entre hommes, une bonne relation humaine qui va se créer D'accord. D'accord. et ça va D'accord. aussi propulser, en fait, ça va aussi pousser à bien faire ses études. Donc voilà un peu quelques points que je voulais ajouter par rapport à tout ça, le volet académique, quoi. D'accord. Ben, j'apprécie bien tes perspectives positives, surtout par rapport au fait de travailler à l'unisson à l'école, question de faire des efforts
afin d'abord de savoir que le choc culturel existe, de savoir que la différence existe et d'aller au-delà de pouvoir se confronter pour essayer d'améliorer les choses. C'est ça le but parce que d'entrée de jeu, ben, ça va pas le faire. Mais je pense qu'avec le temps, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'ouverture d'esprit, ça peut le faire. Merci beaucoup. Mais je pense pas une dernière question, mais est-ce que tu as déjà fait des stages ou pas en Tunisie? Si. J'ai fait beaucoup de stages en Tunisie et moi, j'ai mon Et premier comment est-ce que stage, en fait. ouais, tu peux juste le résumer au lieu de parler de chaque stage. Oui. Comment est-ce que tu peux le résumer, de nous parler un peu de ce peu d'expérience professionnelle durant le stage? Alors, ça, je reviens encore sur la notion d'ouverture d'esprit. Eh D'accord. bien, Ouais. déjà, pour avoir un stage, il faut pas attendre l'école, il faut pas attendre l'université pour nous trouver Mm, de stage. Si je suis en troisième année ou en master 2, j'anticipe en fait le fait d'aller chercher le stage. C'est-à-dire que dès mm, le mois de septembre, la rentrée, octobre, je commence déjà à déposer les dossiers de stage dans les différentes institutions. Si ce sont des banques, si mm, ce sont des entreprises. Parce que chaque entreprise ou chaque entité dépose son bilan au mois de décembre. Si vous déposez vos dossiers de stage au mois d'octobre, novembre, eh bien, au mois de décembre, puisque l'entreprise en question, bien la structure en question, fait son bilan, eh bien, elle va dire, j'ai reçu 2 dossiers de stage pour tel étudiant et ils vont commencer en janvier ou en février de l'année suivante. Donc, l'entreprise en question, dans son bilan, tient compte de vos dossiers et pour les perspectives d'avenir, eh bien, vous êtes retenu par rapport à cette décision de l'Assemblée générale de l'institution en question. Par contre, si vous attendez de finir vos examens au mois de janvier, vous avez moins de chances de trouver un stage où ça devient difficile de trouver un stage. Donc, je voulais tout simplement donner un conseil à tous les étudiants qui sont en troisième année, en master, ou bien même ceux qui sont dans les classes intermédiaires, d'anticiper le dépôt de leur dossier. Ne vous focalisez pas que sur l'université, parce qu'en réalité, sur 50 étudiants, sur 100 étudiants, pour trouver un stage au niveau de l'université, il n'y a que 10%. Donc, l'effort doit émaner de l'étudiant en question d'abord et l'université va appuyer. C'est ce que je voulais tout simplement dire. Maintenant, si je reviens à ta question, pour l'expérience professionnelle, eh bien, j'ai parlé de l'ouverture d'esprit et de l'adaptation. Il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut aller au devant des choses. Moi, quand j'ai commencé mon stage, j'arrive avant tout le monde. Si mon stage commence à 8 heures, j'arrive à 7h40 ou 7h50. mm. Eh bien, je pars directement voir mon directeur de stage, celui qui m'encadre, pour lui demander qu'est-ce que je dois faire et tout. N'attendez pas ce qu'on puisse vous dire de faire ceci ou cela. En réalité, on ne va pas vous le dire. Il faut vous bouger. Quand vous bougez, vous allez recevoir des directives et ça va vous permettre en fait d'avancer. Et il faut être curieux. Il faut être curieux, pardon, poser beaucoup de questions pour avoir le maximum d'informations, vous permettant en fait d'avancer et d'acquérir d'expériences professionnelles lors de vos stages professionnels. D'accord. Et j'ai une dernière question. C'est après avoir fini ses études, quand tu te mets à la place d'un étudiant étranger, comment est-ce qu'il doit aborder la situation en fait? Parce que tu as dit qu'en fait, il n'y a pas de beaucoup d'opportunités de travail en Tunisie ou c'est pas autorisé. C'était ça. Et je pense que c'est un problème de l'autorisation administrative. Mais du coup, comment est-ce que l'étudiant doit déjà vivre ça à l'avance, quoi? Il doit être préparé à quoi? Comparé Alors, à ton expérience, oui. toujours anticiper. Quand je suis en OK. master, et Hum, je sais que je vais finir mes études hum, telle année, après ouais, avoir soutenu, j'ai mon ouais, diplôme, eh bien, je ne vais pas attendre en ce moment-là pour pouvoir dire qu'est-ce que je vais faire. Je dois anticiper. Donc, anticiper, c'est-à-dire que vu que durant mon cursus universitaire, j'ai créé un environnement propice. J'ai des relations au niveau de l'école, j'ai des relations au niveau de mon église, de ma cathédrale ou de la mosquée. J'ai des relations au niveau des associations, j'ai des relations au niveau amical. Toutes, toutes ces relations, ce sont des portes en quelque sorte. Si je commence à demander, est-ce que tu connais ceci? Est-ce que, parce que j'envisage de faire ceci, parmi cette mosaïque de relations, il va y avoir une qui va me donner une clé d'ouvrir une porte
n'est-ce pas, de stage professionnel. Après, ça va terminer tout ça. Je prends un exemple à titre personnel, qui est un exemple modeste. Moi, quand j'ai fini les études, j'ai fini au niveau de l'AESAT. J'ai même pas encore fini mon mandat parce que quand on finit le mandat au niveau de l'AESAT, on passe la main. Ouais. Mais quand il n'y a pas élection, tu es toujours en exercice pour gérer les affaires courantes. Pendant que je gérais les affaires courantes de l'AESAT, TABC m'avait sollicité pour passer une expérience professionnelle d'une année. La loi n'a pas autorisé, mais vous avez vu, de par mon expérience associative et de par mes compétences, ils m'ont pris une année. J'ai été payé comme un stagiaire normal, mais c'est pas un stage au niveau de l'école qui va me permettre en fait de soutenir. C'est vraiment un stage professionnel pour développer mes compétences. Et j'ai eu Mhm. cette grâce-là avec cette structure de travail une année et demie et j'ai participé à des conférences internationales sur la finance. Si vous tapez sur Internet FITA, c'est-à-dire Financial International Mhm. Trade and voilà, tout ça, FITA, vous allez voir que c'est n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est un événement mondial où la BAD D'accord. vient, etc. Donc, moi, j'ai organisé ça en tant que stagiaire au niveau de TABC. Et donc, c'est vraiment des expériences enrichissantes que j'ai pu acquérir durant mon cursus. Mais tout ça, c'est parce que j'ai pu créer un climat favorable à tout ça euh, de par mon parcours à chaque fois. L'homme, il peut pas vivre en autarcie, je le répète encore. Et donc, vu qu'il doit avancer avec les autres, eh bien, pardon, mettre en place, euh, c'est-à-dire des garde-fous, non seulement des garde-fous, mais il faut tracer son chemin et avancer avec ces êtres humains qui sont autour de nous pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. J'ai jamais vu quelqu'un qui réussit seul. Jamais. On Non, réussit c'est pas toujours possible. avec les autres. Et donc, pour réussir avec les autres, eh bien, on est obligé de sortir de notre ego, de dire, bon, comme je dois vivre avec l'autre, eh bien, il faut que j'accepte tel ou tel ou tel pour pouvoir avancer. Et donc, ça, c'est vraiment important. Ça nécessite l'ouverture d'esprit, ça nécessite l'humilité, ça nécessite aussi d'être vraiment à l'écoute de tout le monde et d'être disponible aussi parfois. D'accord. Bah, du coup, j'ai une question un peu pour faire rire les auditeurs. Est-ce que tu as un mot de la fin ou bien le mot de la fin, c'est le dernier développement que tu as pu faire? Alors, j'ai toujours le mot de la fin, c'est clair. J'ai le mot de la Ok. fin, un mot de la fin, tout simplement, c'est pour te remercier pour ton émission et j'espère que ce que nous sommes en train de faire, en tout cas pour moi, mon intervention d'aujourd'hui, va toucher aussi beaucoup d'étudiants et qui puissent puiser dans ce que nous avons dit de bien. Et deuxième point, vraiment, pour finir, c'est que dans la vie, je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas vivre seul. Et puisqu'on ne peut pas vivre seul, pour moi, il y a quatre piliers importants dans la vie. Il y a le pilier spirituel, c'est-à-dire Dieu, créateur, qui doit être au centre de notre vie et à qui nous devons dire merci et demander pardon. Ça, c'est primo. Et il y a le volet familial, que ce soit nos propres familles ou la famille que l'on va fonder. Il y a le Mhm. volet, là, il y a le pilier aussi, n'est-ce pas, euh, études pour les étudiants et le volet professionnel. Lorsqu'on finit les études, on intègre ce monde-là. Et le dernier volet pour terminer, n'est-ce pas, c'est ce volet social. Je pense que c'est un volet aussi assez important parce que pour vivre vraiment et avancer et atteindre ses objectifs, eh bien, on vit avec tout le monde et il faut vraiment qu'on soit entouré de bonnes personnes pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, ces quatre piliers, chaque individu doit vraiment les intégrer dans sa vie. Si on comprend que dans ces quatre piliers, on a fauté ou bien on n'a pas réussi à travailler sur tel ou tel pilier, c'est le moment de le faire. Et comme disait aussi, n'est-ce pas, Covey,
dans son livre Les 7 habitudes pour ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, eh bien, c'est très, très, très important, n'est-ce pas, d'être disponible pour les gens, n'est-ce pas, de aussi essayer de se donner. OK? N'attendez pas que les choses viennent à vous. Il faut prendre le devant des choses. Du moment où on est disponible, on sait ce qu'on fait, eh bien, il faut être disponible. Après, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour être utile aux gens, je vais donner un exemple peut-être qui va choquer ou bien qui va un peu faire peur, c'est de réfléchir le jour de notre mort. S'imaginer dans un cercueil et autour de nous, des gens qui nous sont chers, la famille, les amis, le milieu social, le cadre professionnel, tout ce monde-là. Qu'est-ce que chacun de ce pilier-là va dire de bien par rapport à nous? Si on réfléchit à ça et qu'on comprend que nous avons un sens dans la vie, eh bien, il faut être disponible et aussi aider les autres. Donc, voilà un peu ce que je peux dire au mot de conclusion. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fixer des objectifs et réunir tous ces piliers pour pouvoir atteindre son objectif. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas vivre son bonheur seul. On ne peut que vivre un bonheur absolu avec Avec les les autres. Voilà. Donc, c'est un mot de la fin très important, en fait. On ne peut vivre, on ne peut pas vivre son bonheur seul, mais on ne peut le vivre pleinement qu'avec les autres. En tout cas, c'était Marc Arthur et je te remercie beaucoup pour ton développement par rapport à tes expériences et surtout, ce qui m'a beaucoup le plus frappé, c'est savoir c'est créer un environnement propice à son évolution quand vous êtes à l'étranger. Et cet environnement propice passe par tous les piliers qu'a cité Marc Arthur en suivant l'émission attentivement, vous allez découvrir ces 4 piliers. Et je vous remercie pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup. Et surtout, abonnez-vous et partagez autour de vous, car le but de cette chaîne, vraiment, c'est de partager ces expériences pour aider plein de personnes qui ne savent pas de réalité en terre étrangère. Et Marc Arthur, il a une grande expérience de 9 ans en Tunisie et il a parlé de beaucoup de choses qui est parti du racisme, qui est parti du problème administratif, jusqu'à ce que même la création de son association, qu'est-ce qui l'a poussé à créer cette association? Ça montre à quel point, en fait, quand on arrive à travers l'étranger, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Il en a parlé aussi et s'est rapproché justement des autres et être asocial et confronter, en l'occurrence, quand c'est la Tunisie, confronter en tout cas le peuple tunisien, vu que culturellement parlant, me semble-t-il que c'est important pour adoucir les relations. Donc, merci beaucoup Marc Arthur. C'était un parcours étude. Mais si tu peux rester, on fera un débrief à la fin, Marc Arthur. Ouais, il n'y a pas de Au problème. revoir Et et ouais, je profite juste en fait de te dire au revoir, avant de te dire au revoir, d'inviter ah, d'accord, aussi ok. les étudiants, n'est-ce pas, à lire mon livre. J'ai rédigé un livre Ah, aussi à l'entame en pardon fait pour de cette ça. émission. J'ai dit tout simplement que je suis auteur-écrivain et donc j'ai écrit mon premier livre qui a été retenu lors de la journée du manuscrit francophone 2020 à Paris. Et donc ce livre est un témoignage en fait de mon parcours et donc j'ai juste développé une petite partie. Ben, vous trouverez l'intégralité de mon parcours dans ce livre, Mon modeste parcours. Donc, il faut juste taper sur Internet et vous pouvez vous en procurer. Voilà. D'accord. En fait, je mettrai dans la description tout ce dont vous aurez besoin pour savoir un peu plus sur Marc Arthur concernant ses livres et tout ce qu'il a pu faire. En gros, ce sera tous les liens importants de Marc Arthur. Donc, en l'occurrence, il y aura mon modeste parcours, qui est son livre qui retrace en fait tout son parcours en Tunisie et plein d'autres idées qui tournent autour. Donc, merci et c'était Parcours Études et au revoir. Au revoir. Merci.